Salut tout le monde, c'est Ginji pour GinjiDR, ma rubrique sur le jeu de rôle. Du coup, j'avais un petit sujet en tête depuis un moment déjà, mais je n'avais pas encore eu le temps de le faire, et surtout la forme pour pouvoir le faire. C'est dans la catégorie des PNJ, c'est pourquoi faut-il des personnages extrêmes? Alors, je comptais à la base partir sur quelque chose de simple, c'est-à-dire les méchants qui sont méchants, mais on peut étendre ça à l'autre extrême aussi, c'est-à-dire les gentils qui sont profondément gentils. Alors, on va déjà commencer par ce dont je voulais parler en premier, c'est-à-dire les méchants. Alors, comme je l'ai dit dans de précédentes vidéos à de nombreuses reprises, je suis quelqu'un qui un petit peu qui a grandi avec les animés des années 70, 80, 90 et qui a continué ensuite à baigner dans cet héritage, si on peut appeler ça comme ça. Et au fur et à mesure de ma façon de masteriser, je me suis rendu compte que finalement, ça m'a beaucoup affecté au point que, par exemple, les animés que j'aimais beaucoup comme City Hunter, Cobra, tout ça, ben, la plupart du temps, les méchants sont méchants juste pour être méchants. Et on ne se pose pas plus de questions et la formule marche. Mais ce qui s'est passé, c'est que je venais pendant une période à poser ça systématiquement comme ça. Il pouvait avoir des raisons bêtes qui justement pouvaient facilement être désarçonnées par les joueurs, d'autres qui étaient profondément complexes, d'autres qui finalement n'ont apporté qu'une conclusion que longtemps après leur mort, c'est-à-dire leur sens, leur profonde méchanceté, d'où elle venait. Et aussi, il y a des méchants que j'ai fait délibérément bêtes, délibérément méchants pour être méchants. Alors, qu'est-ce que je peux dire là-dessus? Alors, ça présente de nombreux avantages. Mais on va quand même un petit peu parler de leur fonction. Pour moi, c'est pas les personnages qu'on va mettre tout le temps dans les scénarios, dans les histoires. Pas plus qu'il faut que ce soit cyclique. Il faut pas que vous vous disiez, je fais un méchant, voilà, il est travaillé, un autre, bon, il est travaillé aussi, mais voilà, il est torturé, et un autre. Non. Je pense que le pire ennemi du jeu de rôle, vraiment très très haut, c'est la routine. C'est la routine, mais pas la routine que tu vois sous forme de gros traits rouges. C'est que tu sais que le trait rouge, il n'est pas là. Enfin, tu ne le vois pas, mais il existe. C'est le pire fléau pour les MJ, tous les joueurs. Et si il y a des gens qui regardent, le spectateur. Vous imaginez, il y a un spectateur, vous êtes dans une convention, vous êtes en train de faire votre scénario, et puis soudainement, il dit, ah mais c'est ça, en fait, c'est lui le méchant. Et vous, vous êtes derrière, et forcément, ils vont voir le fil rouge, bim, votre scénario tombe comme un soufflé. Et à ce moment-là, ils partent en oubli. Ah ben justement, on doit éviter ça. Mais à ce moment-là, si je dis que c'est ce genre de linéarité des méchants, est-ce utile ou l'extrême? Ben à ce moment-là, comment on ancre ça dans le milieu du jeu de rôle? Alors moi, je vois la chose selon plusieurs observations, je vais vous donner les différentes façons. Je pense que ce qui se passe du bon côté, je vais l'expliquer beaucoup plus facilement. Pour une simple et bonne raison, il est assez rare dans certains univers où on est les anti-héros, les méchants de l'histoire. C'est rare, mais ça arrive, hein. Et je pense qu'il y a pas mal d'articles qui parlent du pourquoi c'est mieux d'être le gentil de l'histoire plutôt que le méchant. Mais bon, je vais vous laisser faire vos recherches par rapport à ça. Peut-être que je ferai une vidéo par la suite, on ne sait jamais. Donc, pourquoi avoir besoin de ce genre de personnage-là? Alors, déjà, on pourrait attaquer ça parce qu'il y a toujours les gens réalistes, les gens Étienne le réaliste, qui vient te dire, oui, mais des gens méchants, profondément méchants dans l'âme, ça n'existe pas en vrai. Alors, s'il y en a qui ont tilté face à cette phrase, il y a des gens qui pensent ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas des gens, il y a pas des gens délibérément, profondément méchants dans l'âme et profondément gentils dans l'âme. En gros, on sait que
on est des formes de vie assez complexes, mais pour avoir croisé pas mal de personnes profondément méchantes dans l'âme, si elles existent, et je dirais même qu'elles pèsent dans leur entourage, si bien que je me suis souvent posé la question, dans le cas précis, c'était une vieille personne, et j'ai dit à ma grand-mère, pourquoi tu tolères cette personne si tu ne l'aimes pas, si tu sais qu'elle est méchante, et si tu sais qu'à chaque fois qu'elle passe chez toi, elle vient arracher des plantes que tu as pris du temps à préparer. Et elle te sort l'excuse, c'est la famille. Je vais arrêter cet exemple-là parce que j'ai pas envie de me lancer sur la thématique de la famille. Ça va mal partir. Mais oui, il y a des gens profondément méchants. Et ils le marquent. Parce que, finalement, les gens profondément méchants sont souvent protégés par les multitudes de couches de gentillesse et de sociabilité que nous, on a développées. Et dans les JDR, on peut s'en foutre. Et c'est ça l'avantage. T'as un gars qui est profondément méchant, d'ailleurs, je faisais souvent ça, c'est-à-dire je voyais quelqu'un, dans mon école d'art, voilà, je voyais quelqu'un, je me disais, ces traits de défaut sont tellement exagérés et les autres s'en rendaient compte aussi. Ils disent, et allez Jean-Jacques, fais un personnage avec ça. Et je le faisais. Et c'était drôle, c'est un truc. Pour le MJ et pour le joueur, ça a quelque chose de fédérateur, parce qu'il y a aussi ce point-là, c'est-à-dire que c'est fédérateur d'avoir des gens qui sont dans la même direction, parce que oui, le méchant, vous le connaissez, vous ne supportez pas ça, belle barrière sociale, la personne, elle essaie de faire dans le feutré pour que tu n'aies pas à lui foutre un coup de manchette, et puis soudainement, bim, la situation s'impose, vous créez ce personnage, et puis, du coup, ben, vous vous amusez. Attention, il faut pas non plus que ça parte dans le sadisme, parce que sinon, y a toujours une barrière à ne pas franchir. Mais ça a une fonction fédératrice, je dirais. Voilà. Tout comme les personnes profondément gentilles. Je veux dire, il y a déjà eu pas mal de personnages profondément gentils que j'ai créés, et que, genre, on l'a mis au combat, on l'a battu, on l'a humilié. Et puis finalement, on regarde le truc, on dit, mais il a jamais fait de mal à personne? Non. Il a toujours fait en sorte d'aider les autres? Oui. Mais les gens qui ont fait ça, c'est des salauds? Oui. Ils l'ont presque tué? Oui. On va le défoncer, les gens qui ont fait ça, et on y va. Et ça a été propre à un scénario. C'est-à-dire qu'il y a un personnage, je crois que j'en ai parlé dans une de mes anciennes vidéos, un personnage qui s'appelait Darius, dans mon JDR, où ce personnage-là, il était tout dans le feutré, c'est-à-dire que tu vois, dans les animés ou dans les mangas, c'est le mec qui est en arrière-plan, que tu sais que c'est un personnage, tu sais qu'il a une fiche de personnage, mais il est toujours en arrière-plan, mais il a quand même une fonction, et à un moment où il va briller. Ah ben lui, il a brillé au moment de sa mort, au moment où il y a une secte qui avait attaqué la guilde où se trouvaient les personnages, et il était le seul adulte, entre guillemets, le seul, oui, c'est ça, le seul adulte, entre guillemets, tandis que tous les autres étaient partis en voyage, ils étaient partis s'entraîner. Mon JDR comment dire ça, mon JDR est adapté de manga que j'écris, donc c'est pour ça que c'est un côté très manga. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il est mort, mais il est mort par une espèce de méthode de supplice dégueulasse, où en fait, ils ont suspendu une espèce de faux en argent au plafond, puisque c'est une secte, on appelle la secte de la faux d'argent. Ils l'ont embroché parce que il a essayé de défendre des enfants qui étaient là, des enfants qui allaient être formés justement par la suite, et c'était le seul à les défendre. Et quand nous, on est revenus, je fais rarement dans de l'horreur directe, dans quelque chose de profondément cru dans la violence. Et cette scène-là, elle a marqué pas mal de monde. Et du coup, on se dit, mais il a jamais fait de mal à personne, il a toujours aidé les gens. C'est toujours quelqu'un qui essaie d'aborder. On dit oui. Et c'est exactement ça. C'est-à-dire que le mec, il était toujours en arrière-plan. Il savait, tout le monde savait qu'il existait, mais on le voyait pas tant que ça. Et puis soudainement, quand il meurt,
on se dit, non mais n'importe, non mais c'est... Et après, on est parti en croisade, contre, en dépit des lois, en dépit des valeurs. Non, on s'est dit, c'est pas de la vengeance pour de la vengeance, c'est que à force de garder, en tout cas c'était le point de vue de notre personnage, à force de garder, d'essayer tout le temps de terrasser ce qu'on pourrait appeler le mal, c'est une chose. Mais il y a des moments où il y a des gens qui préservent le bien, qui préservent la tolérance, mais qui préservent aussi le vivre ensemble. Et il faisait partie de ces personnes-là. C'était pas un personnage qui était unidimensionnel, c'était pas un personnage qui avait que ça. Parce que par exemple, il avait des défauts, il était très maladroit, que ce soit dans sa façon de s'exprimer, ou par exemple, bon, il se cognait l'orteil, et puis après, bon, le vase il se pétait, ce genre de connards. C'est quelqu'un qui était profondément maladroit, mais qui était profondément bon aussi. Et c'est ce genre quand vous avez des personnages qui sont dans ces deux extrêmes, ce que je voulais dire, et finalement j'allais prendre un très très grand exemple pour vous expliquer ça, mais finalement j'y arrive avec le côté gentil, c'est que des fois il faut des personnages qui sont exagérés dans les extrêmes, dans la plupart du cas, même un JDR qui a une ambiance réaliste ou une ambiance de film, ça fonctionne aussi. Il y a le côté fédérateur, que ce soit du bon ou du mauvais côté. Et ces mêmes personnages-là, comme j'ai dit avant, un petit moment avant, ils ont aussi ce capital où ils peuvent permettre, parce que souvent, quand je fais des arcs, j'appelle ça des arcs scénaristiques, à chaque arc scénaristique, souvent je soulève des problématiques, je dis les gars, je vais parler d'une problématique, ça sera l'essentiel du truc, il faut que vous captiez plus ou moins pour pouvoir résoudre le scénario. Parce que s'il suffisait juste de rentrer et de faire les bourrins, non, c'est pas forcément intéressant de faire des personnages comme ça. Et du coup, vous avez ces personnages-là, vous avez ces personnages-là qui sont des deux extrêmes de la balance et qui peuvent apporter justement une certaine force. Ça vous permettra de vous rappeler que ce point-là qui était bon chez lui, ben, ça va peut-être transparaître maintenant qu'il est mort, parce que finalement, ce qui rend une personne immortelle, c'est pas la perception dogmatique qu'il a de lui, c'est les souvenirs que les autres ont de lui. Et encore, les souvenirs peuvent bien sûr être altérés, mais vous voyez un peu l'essence de ce qu'est une personne, ce qu'on retient, l'immortalise en quelque part. Et c'est pour ça que ces personnages-là sont intéressants. En tout cas, du bon côté, oui. Du mauvais côté aussi, mais là, c'est plutôt différent, puisque là, ça peut être une différence de propos. Comme j'ai dit, la plupart du temps, vous interprétez des gentils, et l'adversaire qui est en face de vous, l'antagoniste, n'est pas nécessairement un méchant. Ça peut être quelqu'un de notre pays qui justement, ils se disent que vous êtes ennemis juste parce que les deux pays sont déclarés ennemis. Mais il y aura toujours une personne qui a envie d'aspirer ses pulsions belligérantes. Ben, c'est à ce moment précis que des personnages dans l'extrême mauvais pourraient être utiles. Encore une fois, il y a aussi le cas du El Famoso personnage qui a un propos qui est débile dans le jeu. On dit que c'est sorti par un personnage de 14 ans. Et le fait que les joueurs, euh, justement, finissent par reprendre le personnage, on peut y aussi voir le miroir des idées, c'est-à-dire que quand vous avez un personnage que vous avez créé qui a sa façon de penser, quand on le renvoie à la propre image qu'il a renvoyée par ses propos, ben, il y a une espèce de lutte qui se crée, une lutte soit pour la remise en question, soit pour la mauvaise foi. Et à ce moment-là, c'est tous des mécanismes qui peuvent monter en crescendo et qui finalement peut légitimer un climax dans un scénario. On en est à ce point-là, c'est-à-dire que le personnage peut être extrêmement simple en surface,
Et à partir du moment où on va commencer à le questionner, il va gagner en profondeur pendant le cours de laps de temps donné. Et justement, la réponse qu'il va finir par apporter, elle n'est pas forcément bonne ou elle n'est pas forcément cohérente ou vraisemblable. Ça, il ne faut jamais l'oublier. Ben, à ce moment-là, ce personnage-là va finir par être une menace croissante ou tout simplement, à défaut, une personne que vous avez remise en question et dont le temps vous dira si vous avez eu raison ou tort de lui dire ça. J'étais censé prendre un très très gros exemple pour pouvoir vous expliquer ça, mais finalement c'est arrivé assez vite. Donc qu'est-ce que je peux encore apporter là-dessus? Ben, finalement pas grand-chose. Je pense que j'ai à peu près tout dit sur les extrêmes. Donc on va conclure. Alors pour moi les extrêmes fonctionnent de concert avec d'autres éléments euh, qui finalement peuvent être tout aussi précis ou évasifs. Mais à tous les joueurs de JDR en herbe, excusez-moi, si vous faites des personnages méchants pour être méchants tout le temps, euh, n'oubliez pas aussi un petit truc, c'est que faire des personnages qui sont méchants pour être méchants, c'est bien. Comme j'ai dit, il y a des choses qui sont intéressantes à faire là-dessus. Mais il faut surtout pas que vous oubliez que mal dosé, ça peut vite devenir une zone de confort. Je dis pas ça par rapport à mon exemple. Parce que moi, c'est pas une zone de confort que c'était. C'était une base que inconsciemment j'ai appliquée. Maintenant que je le sais, les personnages sont justement beaucoup plus variés et on trouve ces catégories de personnages-là. Je peux même conclure avec ça. Il y a tout un arc récent, où finalement le personnage que j'interprétais est un de nos alliés, de nos alliés, des autres joueurs en fait. On a fini par sauver un village de personnes qui venaient de la planète principale de l'univers, si on peut appeler ça comme ça. Et à ce moment-là, un des joueurs est mort. D'ailleurs, cette campagne, elle a fait trois épisodes. Littéralement 3 épisodes, c'est-à-dire 3 parties. Et il est mort dans un incendie, il est mort de ses brûlures parce qu'on n'a pas pu le soigner à temps. Et du coup, ça nous avait mis dans une situation où on se sentait vraiment mal. Sauf qu'on n'a pas pu trouver justement assez de personnes pour nous dire c'était quoi l'origine du problème. Jusqu'au moment où, en se déplaçant, on avait récupéré 2-3 prisonniers. Là où c'était pas glorifique, c'était pas, on va dire que c'était horrible ce qu'il disait, mais l'extrême qui a été pris, c'est que c'est une race, c'est une évolution des humains parmi pas mal d'autres. Sauf que celle-ci, historiquement, il y a des millénaires, elle avait la capacité d'avoir une espèce de lien avec les dieux ou les titans. Sauf que ce pouvoir a été restreint par les dieux et les titans parce qu'ils ont foutu la merde. Et ces personnes-là sont retrouvées dans une espèce de nostalgie suprématiste. Et qu'on leur explique, mais pourquoi vous attaquez, vous essayez de conquérir des gens, la planète, elle est grosse, elle est tout aussi grosse que la planète principale. La planète principale, avant, elle faisait... Non, elle fait à peu près peut-être 4,2 fois la planète Terre. Il y a à boire, il y a à manger. Voilà. On me dit, non mais pourquoi là où il y a beaucoup de territoire, pourquoi vous essayez de conquérir les autres? Et à ce moment-là, ils disaient qu'ils étaient des suprématistes, qu'ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent, de disposer des gens comme ils veulent, et que c'est pas pour dire qu'on devrait écouter leur conscience, on est des espèces de divinités, on décide de qui doit vivre ou qui doit mourir, en sachant que dans cet univers-là, les dieux s'en battent les couilles, que vous les vénérez ou pas. C'est-à-dire qu'ils sont là, par la force, ils sont nés, ils ont été créés, et ils se sont hissés à la divinité, soit à la force de leurs efforts, soit à cause on va dire c'est presque ça, mais c'est presque les prières des gens. Donc ils s'en foutent. Et quand ces gens-là parlent comme si c'était des dieux, alors que les dieux ne pensent pas comme ça, et à ce moment, et justement,
vous savez où ça mène, hein, ce genre de le peuple qui se veut élite et qui se veut au-dessus de tous, ben, ça a mené à une espèce de grand massacre. À la fin de tout ça, c'était c'était tellement bercé ils étaient tellement bercés dans leur idée que ce qui était horrifique, c'est pas ce qu'ils disaient, c'est qu'ils étaient convaincus qu'ils avaient raison. Ils étaient hermétiquement fermés. Et j'avais envie de montrer cette peur de l'hermétisme de la pensée. Et j'ai réussi mon coup parce qu'à la fin, nos personnages, ils étaient des personnages très orientés sur l'harmonie, c'est-à-dire l'entente, la tolérance, les oiseaux, la paix dans le monde. Mon personnage, il est devenu extrême, c'est-à-dire ces gens-là, je ne veux plus jamais les voir sur la planète. Et de l'autre personnage, il se disait, je n'ai pas de réponse, il faut que je prie mon Dieu pour savoir de quoi il s'agit. Pendant que nous, on a fait le rituel, et c'est comme ça que cette campagne-là s'est finie, les dieux ont plus ou moins apporté leur réponse par le rituel. Ils ont commencé à posséder toutes les personnes qui étaient ancrées à l'âme de la planète, et ils ont lancé une espèce de vague de massacre de ces gens-là. Puis ensuite, ils ont fermé magiquement tous les portails et tous les moyens pour arriver sur cette planète-là pendant un délai de 9 ans. Voilà. Donc, comme vous voyez, il y a plein de façons de faire un peu des personnages extrêmes. Et c'est pas parce que c'est quelque chose de simple que ça ne peut pas être efficace. Bien sûr, je ne vais pas sortir la phrase, il n'y a pas de mauvais outils, il n'y a que des mauvais utilisateurs. Il y a évidemment de mauvais outils. Mais ce genre d'outils de construction de personnages ne fonctionne que si vous-même vous apprenez à étendre votre champ des possibles. Et c'est seulement comme ça que vous allez pouvoir utiliser cette chose à bon escient. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu. Bon, le truc était fini au bout de 15 minutes, mais je trouvais que c'était un peu intéressant de mettre cet exemple-là. Donc si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. N'hésitez pas à partager. C'est bien pour le référencement, les commentaires aussi. Et surtout, n'hésitez pas à me proposer des idées de vidéos ou encore me poser des questions sur ce sujet. Je pense qu'il y a pas mal d'anecdotes que je pourrais raconter, mais je vois pas l'intérêt de par exemple traiter la vidéo là et finalement faire plusieurs autres sur le même sujet. Sauf si vraiment je fais un reboot et que je refasse des vidéos avec mon point de vue actuel. Ce qui a des chances d'être possible. Donc c'était Gingy pour Gingy DR, j'espère que vous avez passé un bon moment. Salut à tous.